Je vous invite à sortir vos smartphones pour faire une version de vous enjolivée que vous pourrez tester parce qu'en fait, je suis le fondateur de la société NataSquad. Nous sommes spécialisés depuis 4 ans, depuis le début, en deepfake éthique. Jean-Louis a parlé du deepfake non éthique, mal intentionné. Nous, on se spécialise dans le deepfake éthique, à savoir transformer les images des personnes ou des images tout court dans quelque chose d'éthique. Alors, vous connaissez tous Photomaton. Toutes les cabines Photomaton du monde et les 10 000 qu'il y a en France sont équipées d'un de nos logiciels qui vous permettent de vous transformer dans des personnages imaginaires ou de vous prendre en photo mal coiffé, mal rasé, de mauvaise humeur, et ça vous transforme cette photo en quelqu'un de bien coiffé, bien rasé, bien maquillé pour faire des photos professionnelles, pas des photos d'identité, on n'a pas le droit de les toucher. Là, on va pouvoir vous mettre un QR code qui va vous permettre, avec n'importe quel smartphone, en lisant le QR code, de vous transformer. Voilà, en lisant, vous shootez le QR code et vous pourrez, sans application, vous transformer. En lisant ce QR code, il vous suffit simplement de démarrer l'expérience et vous allez avoir une liste de thèmes, dont le thème Harcourt. Harcourt, c'est le plus grand studio photographique du monde, qui est parisien. Et on a répliqué avec leur accord, leur style. Vous savez, c'est ces photos style années 50, dans lesquelles on est très glamour, avec une peau très lissée, on est tous beaux là-dessus. Vous voyez, quand vous êtes de mauvaise humeur, vous vous prenez en photo Harcourt, et là, vous vous prenez pour Clark Gable quand vous êtes un homme, ou Greta Garbo quand vous êtes une femme, et vous êtes magnifique. Et ça vous met la banane. C'est ça l'objectif quand même du deepfake éthique. Et donc, que ce soit pour les marques, que ce soit pour les annonceurs, que ce soit pour des entreprises où on commence à travailler avec des zoos, des musées, des aquariums, dans lesquels on arrive à vous positionner pour avoir une photo souvenir de vous à côté d'un gorille ou à côté d'un tigre et que vous caressez. Vous vous rappelez, là, c'est à Noël, du loup mal aimé d'Intermarché. Bon, eh bien, Photomaton m'appelle et il me dit est-ce que tu es capable de faire en sorte que les gens, sans toucher le design du loup mal aimé, tu peux faire en sorte que les gens puissent se voir à côté, parce qu'il était impossible d'avoir le jouet. Donc Photomaton, il voulait offrir dans les cabines Photomaton des 1000 hypermarchés. Et donc, on s'est mis à travailler en 5 jours, et en 5 jours, on a réussi à ce que tout un chacun, on puisse avoir le premier cadeau, le loup mal aimé. C'était une photo Photomaton, qui, pour diverses raisons stratégiques, au dernier moment, cela ne s'est pas fait, mais l'objectif, c'était d'avoir une photo souvenir de soi à côté d'un personnage imaginaire, le loup mal aimé. Et vous avez plein de marques qui, comme ça, veulent qu'il y ait une proximité et une hyper-personnalisation. C'est pour ça que l'on parle de deepfake éthique, c'est qu'il y a des nouvelles possibilités, grâce à ces transformations, d'être du côté clair de la force et pas du côté obscur de la force. Vous voyez, il y a d'un côté Dark Vador et puis de l'autre côté, il y a NataSquad. Dans lequel, voilà, vous avez André, que nous avons transformé. Voilà, c'est un jeune premier, puisque c'était pour les 30 ans. Et vous aurez un souvenir signé en lisant le QR code, souvenir des 30 ans du club audio-vidéo. Donc, on peut effectivement
avoir certaines craintes et le monde va être fait comme ça. Il ne faut plus avoir confiance dans les images, mais de notre côté, vous allez avoir de nouveaux services comme ceux qu'on est en train de mettre en place qui, grâce à l'intelligence artificielle, on arrive à récupérer le côté positif du potentiel. Et là, c'est plus de la prospective, c'est déjà des formats audio-vidéo qui sont en train de se mettre en place. Nous consommons le contenu vidéo comme quelque chose qui a été travaillé en amont. Dans quelques mois ou de courtes années, nous allons nous créer des films à la volée en fonction, alors est-ce que c'est bien ou est-ce que ça n'est pas bien, des films où vous serez l'acteur principal du film en mettant simplement un selfie de vous, de votre épouse, de vos enfants, et vous allez vous créer votre propre histoire, vous êtes le super-héros. Ça, c'est des choses qui sont déjà en train de se mettre en place, et vous comprenez que l'industrie du cinéma et de l'entertainment va être complètement chamboulée. Ça paraissait simplement irréalisable il y a 2 ans. Maintenant, c'est déjà possible. Le logiciel dont je vous ai parlé pour la création de contenu, qui est un logiciel chinois, derrière lequel il y a Alibaba, s'appelle Seedance, S-E-E-D, Dance. Seedance, c'est, comme disent les jeunes, une dinguerie. C'est tellement une dinguerie que je peux prendre une photo d'un acteur et c'est ce qui a soulevé les préoccupations de tout Hollywood, où ils ont pris des acteurs qui ont pignon sur rue, qui sont vivants, et ils leur ont fait faire des scènes de combat dignes d'un film hollywoodien. Alors, je n'ai pas les noms en tête, mais c'était du style Keanu Reeves et un autre acteur connu de ce type-là. C'est pour ça que ne croyez plus, quand vous verrez une image, une vidéo, il faut qu'on vous prouve. Et là interviennent le rôle des journaux. Alors c'est pour répondre un petit peu à la question d'Isabelle au début, c'est les organismes certificateurs des news qui doivent, eux, croiser les informations. Tu vois, Jean-Louis, quand tu disais, si tu veux, en tant que grand public, c'est pas réaliste. Enfin, ça va créer une charge mentale chez le public qu'on ne peut pas avoir quand on n'est pas du milieu. Et donc, une information, il y a des nouveaux rôles qu'il peut avoir sur des organismes comme l'AFP, les journaux télévisés, les journaux papier. C'est à eux d'épurer l'information et de dire cette information, elle est vraie, elle est fausse, elle est potentiellement vraie ou elle a été modifiée par IA. Ça va être leur rôle. Ça va être puisque là, ils sont en difficulté, les médias. Et ça va être à eux de garantir la véracité des informations qui sont diffusées sur les médias. Voilà. S'il y a des questions, avec plaisir. Est-ce que je peux ouvrir le bal, vous me permettez? J'ai une question qui est... J'ai une question qui est peut-être pas tout à fait dans le sujet, mais quand même, je vais beaucoup sur les réseaux sociaux, je communique pour une association dans les réseaux sociaux, et dans tous, c'est des domaines, disons, culturels, histoire, religion, etc. Et je reconnais tout de suite, celles que je reconnais en tout cas, des images de l'IA, ce sont des images, mais d'un mauvais goût, c'est de l'illustration en quelque sorte, hein, mais d'un mauvais goût tel. Alors ils font des tas de choses, ils font des tas de choses, hein, c'est extraordinaire. Mais quel mauvais goût. Alors,
Et c'est je comprends. répandu, répandu. Je sais que aujourd'hui, on arrive à retrouver la patia, à savoir, vous savez, ces choses que l'on n'arrive pas à bien définir, où on se dit, là, c'est un truc bidouillé. Mais il faut garder en perspective un point important. Ces IA génératives qui sont nées il y a 4 ans, au moment où ChatGPT est apparu. Nous sommes au balbutiement, donc 4 ans. Vous imaginez en 4 ans, est-ce que vous avez vu cette vidéo de Will Smith en train de manger des spaghettis? Quand l'IA générative, ça c'est un témoin de qualité, de réalisme, c'est si vous voulez, c'est la référence pour voir si l'évolution de l'IA dans la vidéo. Il y a 3 ans, vous aviez une vidéo de Will Smith en train de manger des spaghettis et c'était monstrueux. Alors, son visage était déformé, on reconnaissait quelqu'un de black, mais et on savait que c'était quelqu'un comme lui il y a 3 ans. Là, en 2026, je mets au défi le grand public de dire que ça a été fait par de l'IA parce que les expressions des spaghettis, de son visage, des gestes, les petits détails font que en 3 ans. Imaginez dans 3 ans ce que l'on va pouvoir faire. À savoir, on va pouvoir dire à une photo, je veux que tu me génères une photo d'un paysage de la Haute-Garonne avec les gens qui une ambiance un petit peu mélancolique. Très réaliste, parce que quand on parle aux IA, on leur donne des références. Avec une qualité de photo DSLR, les DSLR, c'est les photos réflexes, et un angle de vue d'un tel paramètre, je ne suis pas photographe, mais vous lui donnez 2 ou 3 paramètres comme ça, et ça vous génère une photo avec ce grain de rendu final sur la qualité de la photo, mais également sur l'esprit, vous savez, ce qui fait qu'un artiste est un artiste, et vous lui donnez ces références-là, et il vous le crée. Déjà. Donc, ceux qui font du mauvais goût, c'est parce qu'ils ne savent pas prompter encore. Tu vois, c'est quelqu'un qui bidouille un petit peu le logiciel. Voilà. Et je vous dis ça parce que nous allons participer le mois prochain. On a été conviés par un partenaire pour exposer au Carrousel du Louvre notre technologie en partenariat avec 5 artistes contemporains où on va reproduire avec leur accord leur art sur en fait, des écrans où on va copier leur art avec notre IA. Et c'est des artistes contemporains. Alors, évidemment, c'est des artistes qui font des images. Il y en a un, notamment, il fait du body painting. Vous savez, c'est la technique où on peint des corps nus, mais on dirait qu'ils sont habillés. Ou d'autres qui font des tableaux où la texture des tableaux qu'ils font, elles sont faites avec du cristal. Et on arrive à reproduire sur des images ces textures et ces choses de ce niveau artistique. Donc, l'IA aujourd'hui, elle fait ce que l'homme voudra en faire. Du deepfake pas éthique ou du deepfake éthique. Et de plus en plus, ce sera accessible au grand public. Et les professionnels vont exploiter les caractéristiques selon les choses que l'être humain voudra faire. Et malheureusement, on parle plus du côté obscur de la force que du côté clair, mais nous, on est là pour amener un petit peu de lumière. D'autres questions ?
Isabelle? Oui, j'ai des questions, Emmanuel. J'aime beaucoup cette photo. Elle est magnifique. Félicitations. Euh, Emmanuel, comment on peut aujourd'hui distinguer une image authentique d'une image générée par l'IA? Parce qu'on sait que même les experts et les journalistes s'y trompent. Comment faire? Y a-t-il un, un moyen, un truc, une recette qui nous, particuliers ou professionnels, peut nous aider aujourd'hui jusqu'à ce que ce soit quasiment parfait? Si ce n'est pas encore trop parfait, est-ce qu'on peut encore le faire? Non, on ne peut pas le faire parce que si nous avions eu comme conférence il y a 30 ans, si on parlait des virus et que je vous expliquais comment est-ce qu'on construit un virus, ben moi je vous dirais, ben nous on fabrique des antivirus. Sauf que depuis 30 ans, ben, c'est le jeu du chat et de la souris. Quand on arrive à résoudre un problème, ceux qui arrivent à contourner ces certifications ou ces outils qui permettent de certifier que l'image elle est générée par IA ou pas. Mais en plus, quelque part, c'est un faux débat parce que depuis des années, on ne le sait pas, mais les appareils photo numériques analogiques, hein, ben en fait, ils utilisaient déjà des astuces pour enjoliver certaines images. Donc, ce n'était pas de l'IA, mais ce n'était pas la vraie image. Là, on est en train d'élever le débat à un sujet plus philosophique, c'est qu'est-ce que le vrai, qu'est-ce que le faux? Parce que les photos faites par des caméras réflexes de l'époque, elles modifiaient déjà la réalité de manière imperceptible. Là, maintenant, on arrive à le faire de manière beaucoup plus visible. Mais qu'est-ce que le vrai, qu'est-ce que le faux? Et concernant l'IA, la réponse, Isabelle, il n'y a pas de solution parce que je vais te dire, oui, tel laboratoire est en train de sortir un outil qui permet de... et dans 3 mois, il y aura au Burkina Faso ou ailleurs, vous aurez un petit malin qui va sortir quelque chose qui va contourner ce qu'a fait un labo de recherche. Et là, le jeu, il est perdu d'avance. Donc, on est en train de perdre la notion même de preuve visuelle. Et ce qui est problématique, c'est que à un certain moment, l'image générée par l'IA, elle est fausse dès la création ou à sa diffusion ou à son interprétation. On ne sait pas à quel niveau, mais lorsqu'elle est perçue, eh bien, elle n'est plus réelle. Donc, il y a des enjeux très, très forts autour de ça. Alors, elle est réelle, mais elle ne reflète pas la vérité. Elle est réelle, parce que si vous voulez, nous on travaille avec, quand on voit dans des événements la réaction positive d'un enfant qui s'émerveille de se voir en super-héros, la photo, elle est réelle. Et l'émotion qu'émet cette photo, qui peut être considérée comme une œuvre d'art, même si c'est un petit peu tiré par les cheveux, l'émotion générée, elle est réelle. Et quand je vous parle des enfants, mais je peux vous parler également, il y a une société qui nous a pris notre système pour, dans des maisons de retraite, que les personnes âgées puissent vivre ce qu'elles n'ont pas pu vivre dans leur jeunesse et qu'ils deviennent des super-héros. Il y en a qui rêvaient d'être pris en photo à côté d'un volcan en éruption. Ce que là, il me semble, aujourd'hui, dans ce qui est courant, c'est la production courante, ce que la technique ne sait pas encore distinguer ou faire distinguer, je crois que quelquefois c'est le bon sens, simplement. Tant on montre des choses dont on comprend bien évidemment que ça ne peut pas être une image réelle. Alors, bien sûr que c'est un peu grossier comme encore. Mais bien sûr que quand on rentre dans certaines techniques ou dans certaines productions plus sophistiquées, ça devient compliqué. Mais là, moi, enfin, je reviens à mes réseaux sociaux.
mais je les vois comme le nez sur une figure, quoi. Oui, vous avez raison. Par certains mouvements, par certains... Enfin, il y a quelque chose de faux. Il y a quelque chose de faux. Mais il y a quelque chose de faux, mais je vous dis, dans quelques temps, ce ne sera plus le cas. Parce que ça va à une telle vitesse qu'il sera techniquement très, 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 très difficile de discerner des éléments subtils comme ceux qui vous permettent aujourd'hui de le définir. Évidemment, si on voit un être humain avec une queue de dauphin, ben on sait que ça va être faux. Mais on parle parfois de choses subtiles. À un moment donné, Jean-Louis l'a parlé que dans un film vrai, on pouvait intégrer des choses fausses. Et ce qui se fait de plus en plus, on mixe des systèmes hybrides dans lesquels on prend des films réels d'époque et dans lesquels on rajoute des nouveaux éléments avec une telle cohérence qu'on ne s'en rend pas compte. Et ça peut être éducatif aussi, c'est-à-dire comment est-ce que à l'époque les pharaons vivaient. On peut recréer cette ambiance, alors en photo évidemment, mais des animations vidéo, elles peuvent apporter, si elles sont utilisées de manière éthique et responsable, on a des outils formidables à notre disposition qui permettent d'éclairer de manière nouvelle. Et ce que je veux, le message essentiel que je veux faire passer, c'est que on fera de l'IA ce que nous, êtres humains, on voudra, et il y aura les bons et les pas bons. C'est comme tout. Mais dans notre quotidien, l'information aujourd'hui, il faut partir du principe qu'elle est fausse. Sauf si un journal, l'AFP, des organismes qui valident l'information. Une question sur les risques. Quels sont les risques les plus prégnants, les plus importants à adresser aujourd'hui? Est-ce que ce sont ceux liés à la création, l'art et l'imaginaire et l'effet sur le psyché, sur le cognitif et le psycho? Ou est-ce que ce sont plutôt les risques de dérive sur la sécurité, la confiance pour les entreprises? Est-ce que le risque, il est plus du côté des particuliers ou du côté des professionnels? Alors, il y a des risques partout parce qu'au niveau du grand public, on peut être... alors, il y avait les images subliminales à l'époque. Maintenant, elles n'ont plus besoin d'être subliminales, elles sont frontales. Et ça peut lobotomiser des gens. De toute manière, vous savez, on n'a pas attendu l'intelligence artificielle pour lobotomiser le cerveau des jeunes avec les réseaux sociaux et TikTok en particulier. Déjà. Donc ça, c'est pour la partie grand public. Et pour les entreprises, il y a des risques de deepfake, puisqu'il y a des entreprises qui se sont fait spolier, voler par des mécanismes très subtils où le comptable d'une société s'est fait... la fraude président. Oui, la photo président, mais alors là, je vous parle déjà d'il y a 2 ans. Hein. Il y a 2 ans, il y a la voix en temps réel, une vidéoconférence où vous aviez le président qui disait au comptable, tu dois faire un virement à tel compte. Et vous avez le comptable il avait son président qui lui disait ça, parce qu'il y a 2 ans, bon, maintenant on peut se méfier, et la seule mesure pour se protéger de ça, c'est que dans les entreprises, ils se donnent un code pour que lorsque des décisions importantes sont prises en non présentiel, soient dites par un code ou un mot de passe, etc. Et si on met des mesures de sécurité de ce type-là,
Ben à ce moment-là, le comptable aurait dit Président, est-ce que vous pouvez me donner le mot de passe ou le code ou, et l'autre, il aurait dit asticot rouge ou oiseau bleu. Celui qui se faisait passer pour le président, il ne le saurait pas. Si on en est peut-être à la conclusion, Emmanuel, une question sur la prospective. Dans 10 ans, qu'est-ce qui restera de la réalité virtuelle, des images virtuelles, des fake news, des deepfakes? Est-ce qu'on peut imaginer de donner un rôle à l'IA dans notre rapport au vrai ou au faux, à l'imaginaire, demain? Quelle sera notre position par rapport à l'IA demain? Aujourd'hui, on découvre ce développement continu, mais dans 10 ans, qu'est-ce que ça va être tout ça? En fait, ce qui va se passer, alors ça n'engage que moi, c'est que lorsque vous avez entendu parler du métavers il y a 2-3 ans, ça a été un gros flop de méta dans lequel on vivait dans un monde imaginaire. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est que vous avez des nouveaux périphériques qui s'appellent des lunettes connectées, qui vous montrent le monde de manière augmentée. Il y a déjà des sociétés qui ont des rétines que vous pouvez vous mettre sur l'œil pour que le monde que vous voyez puisse être augmenté. Et par augmenté, il peut être modifié. Et en fait, on va vivre dans un monde augmenté où le monde va être mais différent. Là, je peux, si je m'étais mis des lunettes connectées, je ne connais pas les prénoms de toutes les personnes que j'ai devant moi, mais je pourrais. Là, en 2026, je saurai où est-ce que vous habitez, votre nom, votre prénom et certainement d'autres choses. Là, on le peut déjà. Avec ces lunettes-là, ou avec ces lentilles-là, dans la rue, alors méfiez-vous des gens qui portent des lunettes. Hein? Et surtout celles comme porte Jean-Louis là, parce que je vois. C'est l'entreprise Ray-Ban qui a conclu un accord, une alliance avec Meta. Ray-Ban. Alors oui, ils ont commencé il y a 2 ans, mais maintenant les Chinois commencent à les sortir en low cost. Oui. Ça veut dire que pour 50 €, vous aurez des lunettes. Ça ressemble beaucoup. Donc, dans la rue, méfiez-vous des gens en lunettes. Tu n'es pas en train de nous explorer, là, ça. Merci beaucoup, Emmanuel. Je crois que nous allons maintenant donner la parole à Stéphane Tonelli. Stéphane Tonelli. Merci beaucoup, Emmanuel.